Bonjour, vous m'entendez? Oui, OK. Je me lève debout. Je suis sur le décalage horaire. Ça va m'aider à rester réveillée à l'avant. Et je ne suis pas grande. Comme ça, vous allez mieux me voir que si je reste assis. Donc, bienvenue au Québec. On est deux Québécoises à l'avant aujourd'hui. Oui, c'est ça, solidaire. On a même arrimé nos présentations pour pas faire trop de répétitions aussi. Donc, je vais présenter un peu l'aspect des politiques au Québec. Et Anne-Marie va aller un peu plus en détail au niveau de la loi pour contrer la maltraitance. Comme ça va être... Donc, je vais nommer rapidement la loi à certains endroits, mais vous allez avoir toutes les explications par la suite pour le reste. Donc, aujourd'hui, on n'est pas ici pour vous donner des leçons. C'est juste qu'on a commencé le processus il y a quelques années de lutte contre la maltraitance. On vous présente un peu comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Je ne sais pas si ça va s'appliquer ici, mais l'idée, c'est des fois de donner des idées aussi potentielles. Mon nom est Mélanie Couture. Je suis professeure agrégée à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et je suis titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui suit un peu l'esprit suivant, c'est que la lutte contre la maltraitance au Québec est vraiment basée dans une approche participative de consultation et aussi la conjugaison de différentes perspectives, notamment la recherche, le terrain et aussi l'administration publique. Donc, c'est vraiment un discours entre ces trois aspects-là qui est mis en place et qui nous permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans les façons de faire. Donc, l'idée, c'est pas juste de rester dans ces disciplines-là, mais c'est souvent des transcender. Donc, on parle de transdisciplinarité. C'est d'avoir des meilleures idées que si on restait chacun de notre côté et on travaillait en silo. Je vais vous parler de différentes initiatives structurantes. Il y en a beaucoup, dont la loi, je disais tout à l'heure. Et depuis 2010, donc je retourne pas trop en arrière non plus. Donc, je vais vous parler de 3 plans du gouvernement, des plans d'action qui ont été mis en place. La chaire de recherche, je pense que c'est important d'expliquer c'est quoi la chaire de recherche et c'est quoi le rôle aussi dans la lutte contre la maltraitance. Le comité de terminologie, Alice parlait de terminologie, nous aussi, on a eu des combats à cet effet-là qui continuent. La LAMA, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la ligne aide maltraitance adulte aîné qui était autrefois ligne aide abus aîné. Et je vais vous montrer d'autres éléments. Il faut vraiment garder l'esprit qu'on est vraiment dans un processus d'amélioration continue. C'est pour ça que je vous dis non plus, on n'a pas la science infuse. L'idée, c'est d'être capable de mettre des initiatives en place, mais aussi de s'ajuster au moment qu'on réalise que c'était peut-être pas la meilleure idée du monde et qu'on doit peut-être procéder d'une différente façon ou refaire nos recherches aussi à cet effet-là. On dit que la lutte contre la maltraitance a vraiment pris son essor lors des consultations publiques en 2007 sur la condition de vie des aînés. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, on a quand même écouté la population jusqu'à un certain point. C'est que dans le rapport, ça a été nommé la maltraitance des personnes aînées comme une des préoccupations principales des personnes aînées. Et donc, c'était important à ce moment-là de dire, il y a un problème. Et il faut s'y attarder. Vous pouvez voir ici qu'on est parti d'une évaluation des besoins. Et ça, c'est important pour développer des initiatives, d'aller voir c'est quoi les besoins dans la population avant de décider de mettre des choses en place. Parce que des fois, on peut penser qu'il y a un certain problème ou un certain besoin alors qu'il n'est pas vraiment là ou c'est peut-être pas le plus criant selon la population. Donc, cet esprit-là de priorisation des besoins est important aussi et de mettre ça de l'avant pour répondre aux besoins de la population. Vous allez voir, j'ai quand même une expertise en implantation de programmes, d'initiatives, d'intervention aussi. Et en technologie, et en proche aidance, et en maltraitance. Donc, c'est une combinaison de plusieurs aspects que, quand je vais apporter un peu la programmation de la chaire, vous allez comprendre. Mais une de mes forces, c'est vraiment l'implantation dans le système de santé et services sociaux, dans le communautaire aussi, dans d'autres instances également. Il y a eu le premier plan d'action gouvernemental, nous on les appelle les PAM, ça va plus vite, 2010 à 2015, qui était à ce moment-là par le ministère de la Famille et de la Famille. Et ce qui est important de comprendre ici aussi, c'est que vous allez voir, ça a migré vers le ministère de la Santé et des Services sociaux à un moment donné.
Il y a eu 4 grandes actions structurantes à ce moment-là. Il y a eu des campagnes de sensibilisation pour faire connaître la maltraitance, expliquer c'est quoi, pour que les gens se dévoilent un peu. La chaire de recherche aussi. Il y a la ligne d'écoute professionnelle que je vais vous parler plus tard parce qu'en 2023, il y a plusieurs modifications. Et il y a l'idée des coordonnateurs régionaux également. Regardez le budget, je l'ai mis en vert. Vous allez voir, ça monte avec les années, ce qui est quand même positif, et ça peut donner des idées de combien ça coûte faire ces différentes initiatives-là. Je dois vous dire que c'est pas si cher que ça. Là, on part avec 20 millions. Vous allez voir, ça monte de plusieurs millions, mais il reste que c'est pas un budget si important que ça pour faire beaucoup d'initiatives aussi. Et il faut tenir compte que ce plan d'action-là a été étiré jusqu'en 2017 parce qu'il se passait si je me souviens bien, c'est parce qu'il y avait des élections, plein d'autres trucs, donc on a attendu un petit peu et il a continué dans ce sens. Il faut aussi noter qu'il y a vraiment l'engagement de 13 ministères et organismes gouvernementaux aussi dans ces plans d'action-là. Donc, c'est pas seulement le ministère de la Famille, on a déjà la collaboration de d'autres instances et d'autres ministères également. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le rôle des coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Donc, c'est simple, mais moins simple que ça. Il y avait au début un flou artistique peut-être au niveau de leur rôle ou une incompréhension aussi de leur rôle. Maintenant, c'est beaucoup plus stabilisé parce qu'on est quand même en 24 maintenant. L'idée, c'est qu'il y a des gens dans chacune des régions qui étaient au début intégrés dans des centres de santé de services sociaux, mais qui n'étaient pas des employés du centre de santé et services sociaux, mais plutôt du ministère. L'idée, c'était de favoriser vraiment la concertation locale et régionale de tous les partenaires. Donc, leur rôle, c'est de mettre les gens ensemble pour qu'ils créent des initiatives, pour qu'ils parlent de maltraitance. Et aussi, donc, c'est un peu aussi, leur rôle, c'est de prendre certains messages du ministère par rapport à la maltraitance, des outils et de les faire connaître, mais c'est aussi d'écouter qu'est-ce qui se passe dans les différents territoires et le rapporter au ministère. Et leur rôle aussi, c'est de garder une certaine flexibilité régionale, territoriale par rapport aux initiatives en lien avec la maltraitance et les besoins spécifiques des fois à ces régions-là. Donc, ils s'occupent aussi d'effectuer des activités de sensibilisation et de formation. Habituellement, c'est des activités, des fois, qui sont déjà faites au niveau provincial, donc sont déjà préparées pour toute la province, mais des fois aussi, c'est des initiatives plus locales, comme je disais, pour répondre aux besoins. Il y a aussi des plans d'action, des PAM régionales, donc qui sont en charge aussi de développer certains éléments d'un plan d'action dans leur région. Donc, il y a des objectifs régionaux et pas juste des objectifs au niveau de la province au complet, comme dans le plan principal dont je vous parlais tout à l'heure. Et aussi, on parlait de trajectoire de service aussi. Ils doivent vraiment s'assurer qu'il y ait une trajectoire de service et qu'il y ait un suivi, que les gens ne tombent pas entre les cracks, comme on dit, parce que des fois, il peut y avoir que oui, on dévoile, on signale, mais après, il ne se passe rien. Donc, c'est important de voir quel genre d'organisation peut-être manque. Ça peut être du communautaire. Au Québec, on va avoir des organismes communautaires qui vont des fois soutenir les personnes qui ont vécu la maltraitance. Donc, il faut organiser le territoire. Je vous dis que c'est pas non plus la panacée. Là. Il manque encore beaucoup de services dans plusieurs régions, mais au moins, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est un moyen aussi de connaître les besoins dans les différentes régions, de les rapporter. Et ça nous aide aussi à structurer les prochains plans d'action également. Moi, je n'avais pas été impliquée dans celui-ci, mais dans les 2 prochains, oui. La chaire de recherche, fait que ça permet de présenter un peu ce que je fais également. Donc, la chaire de recherche est en place depuis 2010. Qu'est-ce que c'est une chaire de recherche? Bon, selon l'Université de Sherbrooke, une chaire, c'est vraiment... ça cible une thématique globale de recherche. Donc, ici, c'est vraiment la maltraitance des personnes aînées. C'est plusieurs projets, l'avancement rapide des connaissances. Donc, on a le mandat de faire avancer les connaissances par la recherche. Ça semble très évident, mais c'est les moins qu'on pense. Et ils disent à un niveau exceptionnel, je ne suis pas certaine du exceptionnel, mais en tout cas, on essaie de faire de la recherche et puis d'avoir des résultats et de changer les choses. Et c'est soutenu par un financement de sources gouvernementales ou autres. Au Canada, on a les chaires, par exemple, du Canada. Ici, dans ce cas-ci, cette chaire-là, c'est vraiment
une mesure du plan d'action pour contrer la maltraitance. Donc, l'argent provient directement du ministère, présentement du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le temps du ministère de la Famille. Ça ne veut pas dire qu'on est contrôlé par le gouvernement, loin de là. Je m'amuse à les critiquer constamment. C'est mon travail aussi, mais ils sont très ouverts à la critique également. Et on vise vraiment la formation d'une relève scientifique de haut niveau. Ce qu'on entend en France, il n'y a pas beaucoup de chercheurs en maltraitance. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Donc, on essaye, dans mon cas, j'essaie de faire un peu de mentorat aussi pour développer. J'ai Talita qui est devant moi, qui est étudiante française, avec qui je supervise avec un chercheur français. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une relève scientifique. On ne se cachera pas, la maltraitance, c'est un sujet déprimant et c'est pas nécessairement intéressant pour les étudiants. Donc, il faut aussi essayer de trouver des gens qui sont capables de vivre devant cette souffrance-là constante aussi. C'est pas fait pour tout le monde, donc il faut les choisir. Puis Talita est encore de bonne humeur, puis on a encore des sourires, donc c'est bon signe. Elle va survivre, je pense. Elle aime pas ça, je la mets sur... je vais l'en faire sur elle. Donc, dans la présente chaire, la thématique globale, c'est les luttes contre la maltraitance envers les personnes aînées, mais c'est aussi promotion de la bientraitance des personnes aînées. Je pense que c'est là le mot qui manquait, oui. Donc, ici, l'idée, c'est que dans les dernières années, il y a quand même eu une certaine évolution, que les gens, il y a une lassitude des fois d'entendre parler de maltraitance. Fait que des fois, on passe par la porte bientraitance pour revenir à la maltraitance. Mais il reste que même si on est bientraitant ou on essaie d'être bientraitant, ça l'évite pas nécessairement qu'il y ait de la maltraitance aussi. Fait qu'il faut faire attention, c'est pas un continuum, c'est quand même deux concepts distincts, mais ça, c'est toute une présentation au complet. Au niveau du financement, comme je dis, majoritairement du gouvernement du Québec, qui permet d'avoir une structure de base. Donc, par exemple, j'ai un coordonnateur, Kevin, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui travaille très fort avec moi. Fait que ça me permet d'avoir quelqu'un à temps plein, d'avoir des bourses pour mes étudiants. Donc, ça me permet une structure de base. J'ai le site web, vous allez voir, et d'autres trucs comme ça. Mais je dois quand même aller chercher des subventions par projet et faire des concours pour avoir ces subventions-là. Ce que je vous dirais, c'est que d'avoir l'étiquette chaire de recherche aide beaucoup à avoir quand même d'autres subventions. Puis, en plus, en ayant une structure de base, ça permet de faire avancer les projets plus rapidement que juste avec l'argent des différentes subventions. Et bien sûr, on a toute l'idée de la relève scientifique. Donc, j'ai plusieurs étudiants, j'ai plusieurs professionnels de recherche. Là, présentement, on est 10 à la chaire. Donc, on est quand même plusieurs personnes. Et j'essaie toujours de travailler un peu en collaboratif aussi, en participatif. Donc, tout le monde participe à tous les projets pour justement obtenir les connaissances nécessaires. Parce qu'on est chercheur, si on a juste fait un projet pendant notre doctorat et on devient chercheur, il nous manque beaucoup d'expérience. Donc, comme ça, ils voient plein de projets, ils essaient plein de choses et ils travaillent très, très fort. Mais à la date, comme j'ai dit, ils restent là, donc ça doit bien aller. Malgré que le sujet est difficile aussi. Pour ceux qui se rappellent, ils connaissent très bien Marie Beaulieu, qui était titulaire de la chaire de 2010 à 2022. Beaucoup de travaux diffusés, son nom est partout quand vous allez en maltraitance. Elle a même été reconnue l'une des 50 leaders internationaux de la décennie par l'ONU. Donc, ça a très bien été sa carrière. Elle a pris sa retraite. Ils ont décidé de prendre moi à la place. Donc, j'ai travaillé avec Marie depuis plusieurs... Moi, je connaissais Marie depuis le début des années 2000 parce que je l'avais recueillie comme... J'étais coordonnatrice à Sherbrooke dans ce temps-là et je l'avais accueillie à titre de chercheur, donc on se connaissait depuis longtemps. Mais je travaillais en maltraitance dans un autre endroit qui était le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale à Montréal. Donc, je faisais des travaux en maltraitance également et avec le ministère déjà aussi. Donc, la transition s'est faite assez facilement. Donc, je suis là depuis novembre 2022. Moi, je suis chercheuse depuis plusieurs années. Là. Si vous allez voir, j'ai des travaux publiés depuis le début des années 2000, mais plus spécifiquement en gérontologie, c'est plus une dizaine d'années et en maltraitance également. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai d'autres approches que je vais parler un petit peu dans la programmation aussi. Donc, on a 2 axes à la chaire. C'est des nouveaux axes, c'est pas les mêmes que quand Marie était là. Donc, la première axe, donc, si je veux garder mon argent, je dois faire c'est ça. Donc, production des connaissances. Donc, c'est vraiment les productions des connaissances en recherche. Je dois mener des recherches originales sur la maltraitance et sur la bientraitance aussi. Mais je dois aussi faire des synthèses de connaissances. Donc, par exemple, on a publié récemment un exposé
scoping review en français, c'est un examen de portée, excusez, oui, un examen de portée récemment sur la maltraitance et en contexte de diversité sexuelle et de genre. Donc, ça, c'est déjà sorti. On est en train d'en préparer un très gros sur la maltraitance en contexte de proche aidance, qui est on a une grosse subvention de Santé publique Canada, donc on travaille là-dessus présentement. Et je parlais à quelqu'un tout à l'heure qu'on fait un projet aussi maltraitance en contexte d'itinérance de personnes aînées, donc les nouvelles personnes itinérantes, parce qu'on a une grosse crise du logement et il y a des personnes aînées qui vont à la rue pour la première fois à un âge quand même assez avancé également. Donc, l'idée de la programmation de la chaire présentement jusqu'en 2027, c'est vraiment la co-construction et l'intégration d'innovations cliniques et organisationnelles. Donc, on est vraiment dans des approches participatives. Je fais ça depuis vraiment plusieurs années. Je faisais ça dans les projets technologiques aussi. On est dans la prévention. On parlait tout à l'heure de prévention. Nous, ça fait partie de notre mandat aussi de travailler sur les facteurs de risque de maltraitance, également pas juste sur les situations de maltraitance. Et bien sûr, la promotion de la bientraitance. On a, pour les 5 prochaines années, depuis 2022, fait qu'on est déjà rendu en 2024, ça passe vite, on a ciblé vraiment le contexte de la proche aidance. Il y a beaucoup de besoins des milieux par rapport à ça. Il y a vraiment beaucoup, et la prévalence est très élevée dans ce type de situation-là. Dans les milieux de vie collectifs, on a fait un projet récemment sur la maltraitance en maison de retraite. Nous, on appelle ça des résidences privées pour aînés. Et aussi, on le fait pour les centres d'hébergement longue durée aussi. Et je fais aussi un volet sur l'utilisation des technologies de maintien à domicile parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de maltraitance potentielle avec les technologies que les gens ne réalisent pas. Moi, mon Dieu, ça fait 15 ans, je crois que je fais des projets d'implantation de technologies à domicile. Et ce qu'on se rend compte des fois, c'est que les gens ne voient pas les vulnérabilités liées à la technologie, y compris les intervenants. Et c'est ça, on va aller un petit peu plus loin. Puis on le voit chez les jeunes au niveau du contrôle par les technologies, par les téléphones cellulaires, de suivre où la personne est, des choses comme ça. Et on voit certains éléments semblables chez les personnes aînées aussi. Et c'est plus, et souvent les gens veulent bien faire, c'est plus de mettre des balises ou de faire réaliser que ça, c'est peut-être aller un petit peu trop loin. Il faudrait peut-être avoir un petit peu moins de technologie ou pas suivre autant la personne pour les mêmes résultats au bout du compte. Donc, on est dans des questionnements à cet effet-là aussi. On a un axe transfert de connaissances. Fait que vous comprenez que je fais beaucoup de conférences et je me promène beaucoup parce que on doit entreprendre vraiment du transfert de connaissances auprès de 6 publics, dont la communauté scientifique, les planificateurs de politique publique et gouvernement. Ici, je fais souvent maintenant des exposés de politique. Donc, je fais des documents, je fais des rapports, je fais des mémoires. Je suis sur beaucoup de comités ministériels pour représenter la recherche et le côté maltraitance aussi. Les chercheurs en formation, bien sûr, les praticiens, bien sûr, personnes aînées, les associations qui représentent et aussi le grand public. Donc, je dois faire du média, je dois faire beaucoup d'autres éléments pour réussir à remplir ce rôle-là. On a un site web qui est super important. Donc, d'avoir un endroit où les gens peuvent aller chercher des outils, de l'information validée scientifiquement est vraiment important dans la lutte contre la maltraitance. Vous savez qu'il y a beaucoup de mésinformations sur le web. Hein, on pourrait mettre n'importe quoi si on veut. Et là-dessus, on met la terminologie québécoise sur la maltraitance dont je vais parler tout à l'heure, les actualités à la chaire, les projets de recherche récents ou en cours, les veilles scientifiques aussi dont je vais vous parler, et des formations aux outils cliniques et pédagogiques aussi qui ont été développées. Et récemment, l'année passée, on a commencé un balado officiel de la chaire de recherche aussi pour le grand public. Donc, on a quand même beaucoup de visites sur le site. Ça monte en continu, donc ça va très bien, mais ça fait un endroit où on peut référer les gens assez facilement. Il y a la veille scientifique. Donc, ce qu'on fait, c'est que 2 fois par année, on va répertorier toutes les études en lien avec la maltraitance et aussi violence conjugale, intimidation et autonégligence chez les personnes aînées sur le site web de la chaire. Donc, si vous allez sur maltraitancedesaînés.com, déjà, désolée Alice, on a volé le site web. Vous pouvez aller voir, il y a l'international et aussi publications plus spécifiquement québécoises, comprenez international principalement en anglais, publications québécoises en anglais mais en français également. Donc, il y a déjà une concentration des données scientifiques là que vous pouvez aller fouiller et trouver plus rapidement.
On a développé le balado cible grise. En anglais, c'est Great Targets, parce qu'on va le faire en anglais aussi, parce que nous, on fait tout en français et en anglais. ça demande plus de travail, le double travail. Oui, c'est ça. Et l'idée ici, c'est, comme je vous dis, c'est qu'on fait on a les vidéos sont sur YouTube. C'est en continu. On en sort sur différents sujets selon les projets de recherche qu'on fait. On fait des entrevues avec des organisations. Donc, il y en a un sur la ligne Aide maltraitance adulte aîné dont je vais vous parler. La personne responsable, Rachel Tadal, explique tout ce qu'il y a en lien avec la ligne. C'est dur de lire, hein? Donc des fois, ça fait du bien juste écouter tranquillement. Et fait étonnant, on s'est rendu compte que les gens vont beaucoup plus écouter le balado que de le regarder. Donc, ils vont aller sur SoundCloud et Spotify pour l'écouter. À ma grande surprise, ça a l'air qu'ils ne veulent pas nous voir, ils veulent nous écouter. Donc, les premiers, comme je vous dis, c'est un début. Là, on améliore notre son et notre visuel tranquillement. Donc, soyez gentils au début. Vous avez le droit de rire de nous aussi si ça vous rend heureux, il n'y a pas de problème. Je fais les balados avec Kevin, principalement, mon coordonnateur aussi. Si on pense, pour le balado, c'est vraiment sur le site web de la Chaire. Il y a un onglet balado, ils sont tous là. Fait que c'est facile à trouver et utiliser. Étant en technologie, je sais que ça prend pas grand-chose pour décourager les gens. Donc, on essaie de rendre ça très facile à utiliser le plus possible. Il y a aussi le Comité québécois de terminologie sur la maltraitance envers les personnes aînées, qui a été créé en 2015. Et là, c'est la Chaire qui dirige principalement le comité, les travaux présentement. Attendez un petit peu, je vais prendre un peu. J'étais déjà impliquée avant d'être à la Chaire parce que c'était le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, le CREGES, qui était là. Donc, c'est vraiment les travaux de ce comité-là qui ont amené à la terminologie qui a été intégrée au plan d'action 2017-2022, parce que le but, c'était vraiment d'avoir une définition pour tout le monde un peu plus concrète. En 2018, les travaux ont repris sous la direction de la Chaire et sont encore en cours. Donc, quand on a des questions terminologiques avec le ministère et les différents milieux, bien, on se rassemble et on essaie de régler certains problèmes. Donc, on a des gens aussi au niveau légal. Parce que des fois, un mot veut dire autre chose en légal. Donc, c'est important. L'idée d'avoir un comité, c'est vraiment de fournir une base consensuelle pour tout le monde. Et aussi, ça permet d'avoir des prévalences, de savoir combien de cas de maltraitance, parce que si on pense juste à la violence physique, on n'inclut pas les autres cas, on n'aura pas les mêmes statistiques. Et plus on inclut de types, plus les statistiques sont grandes aussi. Fait qu'on peut jouer avec la réalité en mettant une définition qui rassemble pas beaucoup de types. Fait qu'il faut faire attention à ça. Et c'est vraiment pour aider le repérage et le signalement. Donc, et l'idée du comité est aussi avec l'esprit que je vous expliquais tout à l'heure de mettre la recherche, le terrain, l'administration publique ensemble, et on va chercher d'autres aussi membres au besoin. Donc, on a la Chaire, il y a le CREGES qui est là, il y a la ligne, il y a la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, les coordonnateurs régionaux sont avec nous aussi, secrétariat aux aînés et le ministère de la Santé et des Services sociaux qui est aussi sur le comité de discussion. Puis le rôle de la recherche ici est vraiment d'aller chercher au niveau aussi international, ce vocabulaire-là, comment il est étudié. Donc, je vais voir des fois en France comment que le mot est utilisé. Et souvent, on va tout de suite aussi statuer sur quel mot utiliser en anglais en même temps. Parce que nous, c'est sûr qu'on va se faire demander c'est quoi le mot en anglais. On n'a pas le choix. Et l'utilisation de la terminologie est encore utilisée. Il y a eu une évolution pour le plan d'action 2022-2027. Je vais revenir là-dessus aussi. Et même Marie Beaulieu, qui est impliquée dans l'élaboration du vocabulaire au niveau canadien, s'est inspirée aussi en grande partie du vocabulaire de la terminologie québécoise également. Pour 2017-2022, il y avait 52 mesures. Vous voyez que le plan il est épaissi chaque année. Et là, on est rendu à 46 millions de budget. OK? Ah oui, attends, ça monte encore, Alice, ça va bien. Donc, l'idée ici, les principales orientations, on était dans la prévention, dont on parlait tantôt. On commençait à vouloir promouvoir la bientraitance aussi, favoriser le repérage, l'intervention appropriée. On a eu
de l'emphase sur la maltraitance matérielle et financière aussi. Il y a des formations qui ont été développées spécifiquement là-dessus et des collaborations avec les milieux financiers, les banques, les caisses, etc. Et encore une fois, il y a l'idée de développer des connaissances. Donc, il y a eu un budget pour la recherche également dans ce sens-là, dont la chaire de recherche qui est encore là aussi. Il y a aussi eu l'enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec en 2019 parce qu'on avait besoin d'avoir la prévalence. Donc, il y avait des chiffres à l'international, des statistiques qui disaient qu'il y en avait, mais on ne savait pas est-ce qu'il y en a au Québec et à quel point. Donc, ce qu'on a vu, ça, c'est des statistiques dans la communauté, donc pas les gens en hébergement. Donc, c'est à peu près 6 % des personnes aînées par année sont maltraitées. Maintenant, ça représente à peu près 80 000 personnes par année. Je dis toujours, faites attention parce que des fois, c'est des maltraitances que les gens vont régler eux-mêmes. Quand on est dans les services, on va voir les maltraitances que les gens ne réussissent pas à gérer par eux-mêmes. Ils ont besoin d'aide pour s'en sortir. Donc, il y en a beaucoup plus qui se passent dans la réalité, mais on ne les voit pas tous non plus dans les services à ce niveau-là. Des fois, il y en a qui devraient aller dans les services, mais ils ne vont pas même. Et c'est principalement maltraitance psychologique, ce qui est concordant avec les statistiques internationales, maltraitance matérielle et financière, physique, sexuelle. Donc, c'est là, il y a de la maltraitance au Québec, pas vraiment surpris. Par contre, des fois, au niveau canadien, la prévalence était de 10 %. Fait que je ne sais pas si on est meilleur ou ils ont juste calculé leurs affaires différemment. En tout cas, je dis ça comme ça. Ça, c'est la loi. Vous n'êtes pas obligé de lire, c'est pour ça que c'est tout petit. C'est Anne-Marie qui va tout déballer tout à l'heure. C'était juste pour vous amener certains aspects. Donc, il y avait le signalement obligatoire qui a été instauré. Anne-Marie va vous expliquer ça tout à l'heure. Il y avait différentes mesures de protection, mais je vais vous parler rapidement de l'idée que les établissements de santé et de services sociaux devaient se doter d'une politique pour contrer la maltraitance, donc dans chacun des établissements. Ça, je vais revenir là-dessus parce que nous, on a fait une étude sur l'implantation de ces politiques-là et on a eu des surprises. Et il y a aussi maintenant des sanctions, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Et ces éléments-là viennent aussi du fait qu'on a eu certains résultats qui demandaient d'avoir un petit peu plus de mordant aussi dans notre étude pour les suites. Donc, en 2021, on a terminé l'évaluation de l'implantation des politiques d'établissement et on a eu des surprises. Donc, on avait été impliqués dans l'implantation, c'est-à-dire qu'on avait aidé à développer des politiques cadres. Okay? Donc, des politiques cadres, c'est une politique presque au complet avec des trous à remplir, pour s'assurer que les politiques qui seraient développées dans les établissements seraient conformes. Et d'aider les gens à développer des politiques parce que c'est long, ça prend du temps. Ils n'ont pas nécessairement l'expertise en maltraitance pour le faire. Donc, normalement, il aurait dû rajouter à peu près 10 % dans la politique. Le reste, c'était tout là, tout beau. Okay. On a fait un guide d'implantation, comment développer la politique, comment l'implanter, basé sur les données probantes aussi, même chose. Et il y avait des outils de sensibilisation que le ministère donnait aussi pour aider à la sensibilisation en lien avec cette nouvelle politique-là. Donc, on n'a pas fait « débrouillez-vous, faites ce que vous avez à faire ». On a offert beaucoup d'outils et de soutien pour faire ça. Donc, ce qu'on a appris globalement, parce que vous pouvez aller voir le rapport sur le site web du CREGES. Les gens ont utilisé un processus collaboratif. Donc, à l'intérieur des établissements, les gens ont rassemblé plusieurs personnes, acteurs clés pour la lutte contre la maltraitance, pour développer les politiques, ce qui est bon signe. Donc, c'est pas une seule personne qui l'a fait tout seul dans son bureau et qui l'a sorti par la suite. Fait que ça, c'était bien. Les gens ont dit qu'ils ont utilisé les outils du gouvernement. Super. Okay? Donc, ils ont été utilisés. On les a pas fait pour rien. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que plus de 2 ans après la date limite inscrite dans la loi, qui est en décembre 2018, je me souviens bien, 39 % des établissements n'avaient pas encore adopté une politique. Donc, même avec tout ce soutien-là, les gens n'avaient pas trouvé le temps ou l'énergie ou peu importe pour le faire. Et la majorité, c'était les établissements privés. Donc, il y avait des centres d'hébergement privés qui devaient en avoir une aussi. Et eux, ils disaient, on est trop des petites équipes, on n'a pas le temps de le faire, on est sur le terrain. Puis donc, c'est principalement là qu'il y a eu le problème. Les établissements plus grands, publics, il y avait plusieurs établissements, ils avaient réussi à le faire, mais il y avait ce problème-là. L'autre problème, c'est qu'aucune des politiques adoptées qu'on a analysées, donc ceux qui l'avaient fait, ils étaient tous non conformes à la loi.
Quand on étudie en implantation, qu'on fait des recherches en implantation, on sait que les gens sont très créatifs sur le terrain. Donc, même en ayant une politique cadre conforme à la loi, juste remplir quelques trous et fini, les gens se sont mis à changer des trucs comme la définition de maltraitance et d'autres éléments, le signalement obligatoire, les critères de changer. Vous comprenez? Okay. Donc, mais je veux absolument l'expliquer parce que je trouve que c'est important que même si on met beaucoup d'efforts pour que tout le monde comprenne, d'avoir un effort concerté, le naturel humain fait qu'il y a de la créativité ou il y a un besoin de mettre sa touche ou sa personnalité dans le truc. Donc, c'est juste pour vous expliquer ça, c'est important à comprendre. Si on va dans le plan 2022-2027, et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, on faisait les études, parce qu'il y avait 3 volets à cette étude-là, nous, on est en contact avec le ministère. Donc, le ministère a amené des modifications à la loi, dont un processus obligatoire d'approbation de la politique pour s'assurer que les politiques sont conformes. Parce qu'ils ont vu que même avec le politique cadre, c'était pas suffisant, donc ils ont rajouté dans la loi un processus par la suite. Il y avait vraiment un aller-retour. Avant que le rapport sorte, il y avait plein de modifications dans la loi dues au fait à ce qu'on avait rapporté aussi. Donc, dans le plan 2022-2027, dans lequel j'ai été aussi impliquée, il y a vraiment... Le but, c'était une sensibilisation accrue maintenant de la population. Donc, on sentait qu'au niveau des intervenants, c'était bien. Encore une fois, on était dans la bientraitance, sensibiliser, former différents acteurs. Le mot « former » est important aussi parce qu'il y a une plateforme qui a été mise en place qui s'appelle l'ENA où il y a plusieurs formations e-learning, donc en ligne, que les intervenants peuvent aller faire, les partenaires aussi. Et c'est un peu encore dans cette ordre de même vocabulaire, de standardisation, de structure. Et il faut noter aussi que la structure de la politique dont je parlais tantôt, issus des formations, est structurée autour de notre modèle sur la gestion des situations de maltraitance. Quels sont les éléments clés pour justement faire le tour de la question. Donc, c'est vraiment, là, on était beaucoup plus dans améliorer la gestion des situations de maltraitance. C'est pas juste de les détecter, mais bien d'être capable de subvenir aux besoins des personnes impliquées aussi. Encore une fois, connaissance. Donc, la chaire a survécu. On est rendu à 50 millions. Okay. Et le budget de la chaire a été augmenté aussi. Marie Beaulieu, avant qu'elle parte, elle a demandé une augmentation. Une chance parce qu'avec la pandémie, tout coûte plus cher maintenant. Fait qu'au moins, j'arrive avec mes employés et tout. C'est juste vous dire que là, on est rendu à 50 millions. Ce qui n'est pas tant d'argent que ça, mais on fait... Allez voir toutes les mesures, il y a 56 mesures. On fait tellement de choses avec 50 millions, ce qui est minime. Donc, si déjà vous pouvez peut-être aller chercher quelques millions dans cette lutte-là, vous allez pouvoir faire plein de choses. Ça ne prend pas tant d'argent que ça. Il faut juste avoir cet argent-là, au moins. Et ensuite, on peut développer plein de choses. Donc, il y a eu plein de modifications, je disais, à la loi aussi, en 2022, donc elle est sortie en 2017. En 2022, il y a eu des modifications. Ça va avec l'idée de processus d'amélioration continue dont je vous disais tout à l'heure. On commence avec quelque chose de pas trop complexe, si possible, et ensuite, on ajoute au fur et à mesure, selon les données, selon qu'est-ce qui se passe, selon l'accueil aussi de toutes ces nouveautés-là. Il y a eu un ajout par rapport à vraiment beaucoup plus de responsabilités officielles des DG en termes des établissements de santé et services sociaux qui sont responsables des cas de maltraitance, mais aussi des cas de mettre la bientraitance aussi dans l'établissement. Parce que la bientraitance, nous, la façon qu'on la conceptualise, ça inclut aussi les employés. Il faut aussi que les personnes aînées et tout le monde se traitent bien. C'est pas seulement juste on traite super bien les personnes aînées. Ça serait de l'âgisme de toute façon. Mais tout le monde doit bien se traiter aussi. Puis ça l'aide à l'ambiance aussi générale. Il y a vraiment, comme je disais tantôt, l'ajout d'un processus d'approbation des politiques d'établissement. Signalement obligatoire a été étendu à d'autres populations, et Anne-Marie va vous en parler, et l'ajout de sanctions pénales dont Anne-Marie va vous parler. Tu vois, je prépare ta présentation. Oui, c'est ça. Tout le monde a hâte de t'entendre maintenant. Je voulais vous amener l'idée des définitions, parce que celle de gauche, c'est dans la loi, et avec le comité de terminologie, on est rendu dans le plan d'action, c'est celle à droite. Je veux juste vous noter les petites particularités. C'est parce que c'est plus facile de changer la définition d'un plan d'action que dans une loi, vous pouvez comprendre. Donc, celle qui est beaucoup plus utilisée, je vous dirais, c'est celle à droite. Donc, dans la réalité,
les gens... oui, c'est ça, attendez, c'est à l'envers. Oui, celle avec du jaune, je vais le dire comme ça, merci. Moi, je suis à l'envers. Juste montrer les petites différences. Donc, il y a l'idée que c'est pas juste des gestes, c'est une attitude, une parole aussi qui peut être maltraitante. Il y a l'idée de singulier ou répétitif. Une fois, ça peut être suffisant, mais ça peut se passer plusieurs fois. Et il y a toute l'idée de maltraitance organisationnelle qui se reflète maintenant dans nos façons de faire, incluant dans les sanctions. Donc, c'est pas juste les personnes qui sont responsables de la maltraitance, mais les établissements, les organisations. Donc, ça peut aussi être à ce niveau-là. Donc, on parle de maltraitance organisationnelle ou systémique, dépendamment du vocabulaire utilisé. Donc, c'est reconnu. Donc, on s'est battu beaucoup pour que ça soit reconnu par le gouvernement, parce que c'est sûr que c'est souvent dans leurs établissements publics qu'il se passe des choses. Mais maintenant, on a gagné ce combat-là. On travaille fort pour le garder. Mais ce concept-là est ancré et même, je vous dirais que la terminologie, la définition de maltraitance organisationnelle pour le comité, c'est probablement une des prochaines choses à venir. Et le gouvernement a même sorti des subventions recherche. Il y a un concours sur lequel j'ai appliqué d'autres personnes qui est sur la maltraitance organisationnelle. Donc, ils font pas juste parure de dire « on dit que ça existe », mais ils mettent l'argent pour le régler. Et même, je vous dirais, il y a eu un mouvement de changement dans les derniers temps que dans les établissements, on est prêt à en parler. J'ai fait des conférences en maltraitance organisationnelle. Les gens sont prêts à faire quelque chose contre la maltraitance organisationnelle et la reconnaître. Parce que la première étape, là, si les gens font comme si le problème n'existe pas, vous ne serez pas capable de rien faire. Fait que des fois, la première étape, c'est reconnaissance du problème. Oui. Et ensuite, là, on peut mettre des choses en place. Fait que je vous dirais qu'au Québec, au niveau de la maltraitance organisationnelle, on est rendu là, on est capable de commencer à mettre des choses en place. Et pas juste en parlant de bien-traitance organisationnelle, mais aussi de maltraitance. La ligne, je vais passer rapidement. Comme j'ai dit, dans les balados, vous pouvez aller voir la responsable en parler un peu plus en profondeur. C'est à peu près 45 minutes, je crois, l'entrevue. Donc, l'idée de la ligne, c'est vraiment d'être en mesure d'être la porte d'entrée. Puis, vous vous rappelez que les gens... Pardon? Oh, mon Dieu, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Bon, ça a disparu, merci. C'est juste que je regarde le public, que j'ai des messages des fois. L'idée ici, c'est que la personne est chez elle ou elle a vu quelque chose arriver à quelqu'un d'autre et elle se sent pas bien avec ça. Et ça peut être aussi les professionnels. On peut appeler et poser des questions à des professionnels. Donc, ce n'est pas une ligne bénévole. Ça a été transformé en une ligne professionnelle. Et comme je dis toujours au Québec, c'est difficile d'avoir un professionnel et de parler à un professionnel. J'ai dit, vous avez une ligne de 8 heures à 8 heures le soir, 7 jours sur 7, que vous avez accès presque directement. Donc, ça vaut la peine d'appeler pour poser des questions. Puis des fois, juste parler, ça peut être suffisant, là. Donc, il y a ça qui est disponible. Donc, c'est vraiment de recevoir l'appel d'une personne qui demande de l'information ou du soutien. Ils vont évaluer un peu la situation de la personne. Ils vont lui donner de l'information sur les ressources disponibles dans sa région. Ça, c'est super important. Et aussi vers des intervenants, des fois plus spécifiquement. Et aussi, maintenant, ce qui a été ajouté, c'est l'idée du suivi. Avant, la ligne ne faisait pas de suivi, donc on peut demander à la personne est-ce que je peux vous rappeler dans quelques jours, ce qui peut faire une grosse différence. La ligne est vraiment importante parce que les gens, quand ils ne se sentent pas bien, ils vont appeler une fois, puis si ça ne fonctionne pas, ils ne rappellent plus. OK? C'est comme one shot. et c'est super important d'avoir ça en place. Les taux d'appel augmentent à chaque année de plus en plus. Mais je vous dirais, ça fait 10 ans que la ligne existe, puis j'en parle encore des entrevues dans les médias, puis j'entends « Ah oui, je savais pas qu'il y avait une ligne. » OK? Fait que c'est long, le processus de marketing autour d'une ligne pour la faire connaître. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un processus continu d'amélioration et il ne faut pas lâcher. Parce que je disais ça parce que Kevin, mon coordonnateur, il dit « Il me semble que tu répètes toujours les mêmes choses des entrevues à la télé. » Mais j'ai dit « Oui, mais il me pose encore les mêmes questions, puis c'est parce que les gens ne le savent pas encore. » Fait que des fois, j'essaie de faire un peu des variations, mais est-ce que je répète souvent la ligne? Super important, il faut soutenir les professionnels aussi. C'est difficile, les situations de maltraitance. Même quand on est un professionnel guéri, il ne faut pas rester seul. Habituellement, ça demande plusieurs expertises et pas tout le monde sur le terrain est spécialiste de maltraitance. Donc, la ligne sert aussi aux professionnels. Et moi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est que les gens ont beaucoup de difficultés avec les refus de service. Mais c'est pas que vous êtes incompétent, c'est que la personne n'est pas rendue là dans son cheminement. Comme je disais tout à l'heure, première étape, reconnaissance du problème, souvent on en est là.
OK? Donc, ils vont refuser les services, c'est certain, et plein d'autres choses. Gagner la confiance, reconnaissance. Donc, il y a un inconfort des intervenants, puis c'est important d'en tenir compte puis de le gérer. Donc, la ligne est là aussi pour ça. Je ne sais pas que j'ai de l'air dans le temps, là, mais... Donc, processus d'amélioration continue, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Fait que ne pas désespérer, Alice. C'est au début. Oui, c'est ça. Il est important d'évaluer les initiatives structurantes, justement pour corriger le tir. On ne peut pas juste dire « Hey, je me sens en place, ça fonctionne bien ». Il faut toujours aller évaluer les effets délétères aussi, puis les manques, parce que l'idée, c'est d'améliorer. C'est rare qu'on a la meilleure idée le premier coup, puis tout fonctionne parfaitement. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. La recherche nécessite du financement pour développer les connaissances contextualisées. Donc, nous, on en fait au Québec, mais c'est bon d'en faire en France aussi, parce que c'est sûr que maltraitance, il y a des différences culturelles, c'est clair. Puis, ça a l'air... Et ces connaissances-là, nous, en tout cas au Québec, ils les utilisent dans la prise de décision politique aussi. Parce qu'au moins, ils nous écoutent, mais comme je dis, c'est toujours un choix parce qu'ils ne sont pas obligés de nous écouter non plus. Puis comme je dis, je suis sur les comités, fait que souvent, je vais ramener des informations qui sont dans la recherche sur les données probantes pendant les discussions de prise de décision, ce qui aide beaucoup. Fait que c'est pas juste qu'il y ait accès aux articles de recherche, il faut être là pour vulgariser la recherche et la rendre pertinente aux discussions. D'où l'importance d'avoir une personne qui représente la recherche dans ce domaine-là. L'administration publique a besoin des résultats de la recherche aussi, mais ces résultats-là doivent être présentés, comme je dis, sous forme de recommandations. Donc, c'est aux chercheurs de faire le lien avec les politiques aussi pour qu'eux, ils comprennent tout de suite où ça va dans leur politique puis comment l'appliquer concrètement. Les terrains ont besoin de soutien ainsi que d'outils cliniques et administratifs. Vraiment, un processus de co-construction pour les outils, c'est merveilleux. Moi, j'adore faire ça parce que j'ai pas besoin d'arriver avec une super idée. L'idée, elle se bâtit tout seul, puis c'est même pas moi qui réfléchis. Moi, je suis là pour structurer le processus de développement, de création, mais les idées viennent des gens qui travaillent dans le milieu, qui sont experts aussi dans le milieu. Et ça doit être aussi ancré dans les données probantes. En tant que chercheur, dans les processus de co-construction, moi, je ramène ce qui a déjà été fait dans les écrits scientifiques, ce qui a déjà fonctionné ou pas. Donc, je ramène l'information comme ça, fait que c'est vraiment un échange. Puis, il faut s'assurer que les gens, en bref, là, qui comprennent bien la maltraitance, les initiatives structurantes, même s'il faut répéter la ligne pendant 10 ans dans les médias. Et c'est ça qu'ils ont besoin avant de passer à l'action. Fait que des fois, ça prend du temps, passer à l'action, parce que les gens sont paralysés. Quand c'est pas clair, ils bougent pas. OK? Donc, c'est cette compréhension-là, cette vulgarisation-là, et de faire connaître les instances. Mais là, je dois mettre en garde que, justement, il ne faut pas qu'il y ait trop de structures. C'est pour ça qu'on a la ligne qui va aider à diriger vers les bonnes structures. Parce que quand il y en a trop, même nous, on vient mêler dans tout ce système-là. Fait que c'est vraiment d'avoir des liens clairs. Anne-Marie va vous montrer la loi qui a amené, justement, des structures et des personnes clairement identifiés pour le signalement et d'autres éléments, ce qui simplifie aussi l'explication de tout le système et cette cohérence-là ensemble également. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette présentation rapide mais très claire et en tout cas qui ouvre, à mon avis, des tas de voies sur à la fois la structuration politique, sur le fait qu'il faut des budgets. Hein. Oui, et 50 millions. 50 millions, oui. Donc s'il y a des personnes qui sont prêtes à nous aider. Et ce que je propose, c'est qu'on puisse poser des questions avec la salle après l'intervention de Anne-Marie, qui va nous parler plus de la loi.